Je m'appelle Naomi Carter, j'ai 33 ans. Et le moment où j'ai réalisé que ma propre maison n'était plus la mienne, ma mère se tenait dans la cuisine, les bras croisés, comme si elle avait répété sa scène. Elle n'y est pas allée avec des pincettes. Elle n'a même pas fait semblant de s'en vouloir. Ricanement. Elle m'a simplement regardé et m'a dit que mon frère venait s'installer avec ses 3 enfants et que je devais partir. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru qu'elle plaisantait. J'ai même laissé échapper un petit rire et j'ai demandé, « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Elle a ri aussi, mais son rire était plus froid. « Non », a-t-elle dit. « Je suis sérieuse. » Puis elle m'a traité de parasite. Comme si les 3 dernières années de ma vie n'avaient jamais existé. Comme si je n'avais pas été celle qui maintenait cette maison en vie après la mort de mon père. Comme si je n'avais pas payé les factures dans cette cuisine, renouvelé les ordonnances, réparé les urgences, manqué des opportunités et discrètement construit toute ma vie pour m'assurer qu'elle n'ait jamais à s'effondrer seule. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je suis resté là, à fixer la femme pour qui j'avais réorganisé mon avenir, et j'ai réalisé qu'elle avait déjà fait de la place pour quelqu'un d'autre dans son cœur et dans cette maison. Je suis parti sans un mot de plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 53 appels manqués. C'est là que j'ai su que c'était bien plus grave qu'une cruelle discussion de dîner. Quelque chose s'était passé après mon départ. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Et soudain, les mêmes personnes qui étaient prêtes à me mettre à la porte ne pouvaient plus s'arrêter de me rappeler. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment, car cette histoire est allée beaucoup plus loin que ce que tout le monde dans cette maison imaginait. 3 ans plus tôt, avant que quiconque ne me traite de parasite, je vivais dans un 2 pièces à l'autre bout de la ville et je me construisais une petite vie tranquille qui me ressemblait enfin. J'avais un emploi stable en tant que coordinatrice des opérations pour une entreprise de fourniture médicale, une routine correcte, un compte d'épargne qui fructifiait lentement, et le projet de lancer un jour mon propre service d'organisation financière pour les femmes essayant de se reconstruire après un divorce ou des dettes. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Puis mon père est mort si soudainement que le temps s'est divisé en un « avant » et un « après ». Une semaine, il se disputait avec moi pour savoir si j'avais changé l'huile de ma voiture à temps, et la semaine suivante, j'étais debout dans une robe noire à côté d'un cercueil, regardant ma mère qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. Après ses funérailles, la maison a commencé à s'effondrer presque aussi vite qu'elle. Les factures s'empilaient, non décachetées, sur le comptoir de la cuisine. Elle a cessé de suivre ses médicaments. Elle a arrêté de cuisiner. Elle dormait à peine, et quand elle y arrivait, elle se réveillait en pleurant. Le prêt hypothécaire était en retard. La chaudière avait besoin de réparation. Les impôts fonciers étaient dus. Mon frère, Derek, a appelé 2 fois, a dit qu'il était désolé, que les choses étaient compliquées, puis il a disparu de nouveau dans sa propre vie. C'est moi qui suis resté. J'ai résilié mon bail, j'ai mis mes meubles au garde-meubles et je suis retourné dans mon ancienne chambre, en me disant que ce ne serait que pour quelques mois, peut-être 6, peut-être jusqu'à ce qu'elle se stabilise. C'était le mensonge que je me racontais, car la vérité aurait été trop déprimante. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un système construit pour maintenir cette maison en vie. Je me levais tôt pour m'assurer que ma mère mange quelque chose avant de prendre ses pilules. Je m'occupais des courses, des factures d'électricité, des papiers d'assurance, du problème de plomberie surprisant hiver, de la fuite du toit au printemps, et de chaque coup caché propre à une maison assez vieille pour avoir autant d'histoires que de problèmes. J'ai payé la majeure partie de l'hypothèque quand ses économies se sont taries. J'ai pris en
Charge la réparation de la chaudière quand l'ancienne a lâché en janvier. J'ai repris le calendrier des paiements de taxes pour que le comté arrête d'envoyer des avis finaux à l'encre rouge. Au travail, je refusais des opportunités qui auraient nécessité des heures supplémentaires ou des déplacements, car quelqu'un devait être à la maison si l'électricien passait tard ou si ma mère avait un autre vertige. Et le plus étrange, c'est que je n'en ressentais aucune amertume à l'époque. Je pensais que c'était ce que l'on faisait en famille. Je pensais que le sacrifice signifiait l'amour. Ma mère et moi nous sommes même rapprochés durant ces années. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous regardions des séries policières ensemble en pliant le linge. Nous partagions des plats à emporter le vendredi quand j'étais trop fatigué pour cuisiner. Elle me regardait parfois les larmes aux yeux en disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans moi. Et chaque fois qu'elle le disait, je croyais que je comptais. Je croyais que je construisais quelque chose de solide avec elle. Pas seulement que je la sauvais d'une mauvaise passe, mais que je gagnais une place dans sa vie que personne ne pourrait effacer. C'était la version de notre histoire que je portais en moi jusqu'à la nuit où elle m'a regardé en face et a agi comme si j'avais vécu à ses crochets pendant tout ce temps. Si je suis honnête, la trahison n'a pas commencé à cette table de dîner. Elle a commencé des mois plus tôt, par de petits détails faciles à ignorer quand on est épuisé et qu'on veut désespérément croire au meilleur chez quelqu'un. Derek avait toujours été le genre d'homme que les gens excusaient avant même qu'il ne fasse une erreur. Il était charmant quand il voulait quelque chose, insouciant quand il l'obtenait, et d'une certaine manière, toujours à une crise près d'être pardonné à nouveau. Il errait de ville en ville, d'emploi en emploi, de relation en relation, laissant généralement derrière lui une facture impayée ou une promesse rompue. Il était plus âgé que moi, mais ma mère l'avait traité comme un prodige fragile. Durant la majeure partie de nos vies, comme si le monde était trop dur pour lui. Et que le reste d'entre nous devait amortir sa chute. Il appelait juste assez souvent pour rester dans ses bonnes grâces et disparaissait avant que la moindre responsabilité réelle ne puisse lui retomber dessus. Alors, quand elle a commencé à sourire à nouveau devant son téléphone, à prendre des appels privés dans la buanderie et à poser soudainement des questions sur mon emploi du temps trop précise pour être anodine, j'ai remarqué. Je ne comprenais simplement pas encore ce qui se tramait. À peu près au même moment, un homme de son groupe paroissial a commencé à apparaître plus souvent. Il s'appelait Ron Mercier, dès la minute où il est entré dans notre maison, il s'est comporté comme quelqu'un qui vérifiait s'il pouvait réorganiser les meubles sans qu'on lui dise non. Il était poli en public, arrogant en privé, et avait l'habitude de dire des choses impolies avec un rire à la fin, comme si cela les transformait en blagues. Il me regardait pendant le dîner et me demandait si j'avais déjà envisagé de reprendre mon propre appartement, ou disait des choses comme « ça doit être agréable d'avoir un filet de sécurité intégré ». Je me disais que je pouvais le tolérer s'il rendait ma mère heureuse. Mais j'ai commencé à remarquer qu'elle changeait en sa présence. Elle est devenue plus cassante avec moi, plus défensive, plus prompte à réécrire la réalité en temps réel. La cuisine que je nettoyais n'était soudainement jamais assez propre. Les courses que j'achetais étaient d'une manière ou d'une autre les mauvaises. La maison que j'entretenais depuis des années est devenue, dans sa nouvelle version de la réalité, l'endroit où je m'étais installé avec trop de confort. Puis les signes physiques sont apparus. Une pile de formulaires d'inscription scolaire est apparue sur la table de la salle à manger et a disparu dès que je suis entré. Le garage a été vidé sans raison apparente. Ricanement 3. Matelas jumeaux ont été livrés un vendredi après-midi alors que j'étais encore au travail. Et quand j'ai posé des questions, ma mère a dit que l'église organisait une collecte de dons et a changé de sujet avant que je puisse insister. Un samedi, je suis revenu de la pharmacie et j'ai trouvé 2 cartons de mes vêtements d'hiver fermés avec du ruban adhésif près de l'escalier du sous-sol.
Elle m'a dit qu'elle m'aidait simplement à m'organiser. Une autre nuit, je l'ai entendu rire doucement au téléphone et dire « Non, elle n'en a toujours aucune idée ». Cette phrase s'est logée en moi comme une écharde. Maya, ma meilleure amie, m'avait dit que quelque chose ne tournait pas rond bien. Avant que je ne l'admette. Nous prenions un café après le travail quand elle m'a dit « Naomi, tu agis comme quelqu'un qui sait qu'une tempête arrive et qui continue de prétendre que ce n'est que du vent. » J'ai ri pour ne pas paraître paranoïaque, mais au fond de moi, je me préparais déjà. Ce qui a finalement brisé mon déni, c'est la façon dont ma mère m'a demandé un soir, très nonchalamment, si je pouvais vider le placard de ma chambre bientôt. Parce que nous pourrions avoir besoin de plus d'espace de rangement pour des invités. Des invités. Pas de la famille, pas des enfants et des invités. Comme si la chambre où je dormais depuis 3 ans, la chambre où j'étais revenu tout en reconstruisant sa vie avec mon propre argent et mon temps, pouvait maintenant être réattribuée d'une simple phrase vague. Même alors, j'essayais encore de me dire que ça s'arrangerait. Je me disais qu'elle ne m'humilierait jamais vraiment. Je me disais qu'il y avait des limites qu'elle ne franchirait pas. Je ne savais pas encore qu'elle les avait déjà franchies dans son esprit bien avant de prononcer les mots à voix haute. La nuit où tout a fini par éclater a commencé avec mon plat préféré, ce qui aurait dû m'alerter immédiatement. Ma mère ne cuisinait ainsi que lorsqu'elle voulait qu'une conversation tourne en sa faveur. Elle avait préparé un rôti de bœuf avec de la purée de pommes de terre comme mon père l'aimait, sorti là. Belle vaisselle et même ouvert une bouteille de vin un soir de semaine. Ron était là aussi, faisant semblant d'aider tout en restant dans mes pattes. Tout semblait orchestré dès l'instant où je suis entré, mais j'étais trop fatigué pour commencer une dispute avant même qu'elle n'ait commencé. Je me suis changé, je suis redescendu et je me suis assise à table, essayant d'ignorer le sourire étrange et figé sur le visage de ma mère. Pendant les 10 premières minutes, elle a fait la conversation de manière si artificielle que cela me rendait plus nerveuse que le silence. Puis elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a dit que Derek revenait s'installer. Je suis resté pétrifié. Elle a continué avant même que je puisse digérer l'information. Il traversait une période difficile. Tout s'était effondré pour lui. Il venait avec les enfants et ils avaient besoin de stabilité. Cette partie-là, en soi, ne me mettait pas en colère. Cela me surprenait. Certes, mais je calculais déjà comment nous pourrions nous organiser. Je pensais que les enfants pourraient utiliser la chambre d'amis et que nous pourrions transformer le bureau en une autre chambre pour un temps. J'essayais encore de résoudre le problème quand elle a dit la phrase qui a tout changé. Elle a dit que les enfants avaient besoin de plus d'espace et que Derek avait besoin de temps pour se remettre sur pied, et que je devais donc avoir déménagé d'ici le week-end. J'ai littéralement ri parce que la phrase était si absurde que mon cerveau l'a rejetée instantanément. J'ai demandé si elle plaisantait. Elle a souri de cette façon légère et étrange, comme si elle appréciait mon air stupéfait, et m'a dit qu'elle était tout à fait sérieuse. Je me souviens l'avoir fixée, attendant une correction, une explication qui rendrait tout cela moins insensé. Mais au lieu de cela, elle a persisté. Elle a dit que Derek avait 3 enfants à charge. Elle a dit que j'étais adulte et capable. Elle a dit que j'étais resté ici assez longtemps. Et puis Ron, qui n'avait aucun droit légal, aucun droit moral, et certainement aucune histoire émotionnelle dans cette maison, s'est calé dans sa chaise et a dit, c'est peut-être l'élan dont tu avais besoin pour construire enfin ta propre vie. J'ai regardé les deux et j'ai senti quelque chose de froid m'envahir. Pas de la douleur au début, de la clarté. Je lui ai rappelé calmement que c'était moi qui payais la plupart des factures. Je lui ai rappelé que quand la chaudière avait lâché, c'est moi qui avais payé. Quand le toit fuyait, c'est moi qui avais payé. Quand l'avis de taxe foncière est arrivé avec des pénalités, j'avais couvert le trou.
Je lui ai rappelé que Derek n'était pas là quand elle ne pouvait plus sortir du lit, quand je l'emmenais chez des spécialistes, quand je passais des nuits aux urgences avec elle, quand je refusais des promotions parce que quelqu'un devait faire fonctionner cette maison. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air agacée. Puis elle a sorti là. Réplique qu'elle préparait sûrement depuis des mois. Elle a dit, tu agis. Comme si le fait d'aider ta propre famille t'avait acheté un droit de propriété. J'ai répondu, non, j'agis comme si être traité équitablement devrait aller de pair avec le fait de ne pas être jeté de la maison que j'ai aidé à maintenir debout. C'est là que son visage a totalement changé. Toute douceur a disparu. Elle s'est penchée en avant et m'a traité de parasite. Elle a dit que j'étais resté trop longtemps, que j'avais trop pris, et que j'avais construit mon identité en m'accrochant à une maison qui n'était censée m'aider que temporairement. Elle a dit que Derek avait plus besoin d'elle. Elle a dit que ses enfants comptaient plus en ce moment. Elle a dit que ce n'était pas sain pour moi de continuer à m'accrocher ainsi. J'aurais pu hurler. J'aurais pu lui rappeler que Derek avait passé des années à s'accrocher à des femmes, des emplois et des chances qu'il n'avait jamais respectées. Au lieu de cela, je suis resté assise là, engourdie par la désinvolture avec laquelle elle effaçait tout ce que j'avais fait. Le pire n'était même pas l'insulte, c'était la certitude dans sa voix. Le sentiment qu'elle s'était raconté cette nouvelle version de moi tellement de fois qu'elle ne se sentait plus coupable de le dire. Ron a posé une main sur son bras comme si elle était la victime. Et c'en était fini pour moi. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je n'ai rien dit. Je suis sorti avant qu'elle ne se sente assez généreuse pour m'offrir une semaine. Ou assez cruelle pour raccourcir le délai à 3 jours. J'ai conduit jusqu'à ne plus voir notre rue, puis je me suis garé devant une épicerie ouverte 24h24. Je suis resté assise dans le noir, les deux mains sur le volant, essayant de comprendre comment une personne pouvait passer 3 ans à prouver son amour et perdre malgré tout face à quelqu'un qui s'était à peine manifesté. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, j'ai vu un SMS de ma mère, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Nous discuterons de la logistique demain. Logistique. C'était le mot qu'elle utilisait pour démanteler ma vie et donner ma place au fils qui n'avait fait que réapparaître une fois de plus brisé. Quand je suis revenu à la maison plus tard cette nuit-là, je n'étais plus confuse. J'étais en alerte. C'est une douleur différente, le genre où votre cœur saigne encore, mais où votre cerveau a déjà commencé à prendre des notes. La maison était silencieuse quand je me suis glissé à l'intérieur, mais les preuves de ce qu'ils avaient prévu étaient partout dès que j'ai cessé de regarder les choses comme une fille pour les regarder comme quelqu'un con. Et Vince. 2 photos encadrées de mon père avaient été décrochées du couloir et posées contre le mur de la buanderie pour faire de la place à des autocollants. Muraux bon marché pour enfants encore dans leur sac. Le placard à linge avait été à moitié vidé. La porte de ma chambre était ouverte, et à l'intérieur, ma mère avait déjà déplacé un carton de mes chaussures dans le couloir, comme si le mouvement seul pouvait me faire disparaître. Je me suis assise sur mon lit, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai décidé qu'avant de pleurer à nouveau, j'allais découvrir exactement depuis combien de temps il complotait. La réponse est venue plus vite que prévu. Le compte domestique joint que j'utilisais pour les factures montrait un retrait de 4 000 $ effectué 2 jours plus tôt par ma mère à l'agence locale. Cet argent ne venait pas de nulle part, c'était principalement des fonds que j'y avais déposés au fil du temps pour les taxes, les réparations et les imprévus. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé des réservations de paiement pour des magasins de meubles et une confirmation de livraison pour des lits superposés. Puis j'ai trouvé le coup de grâce. Ma mère avait voulu envoyer un email à quelqu'un d'autre, mais j'avais toujours accès au compte de bureau partagé qu'elle utilisait parfois, et là, dans le dossier des messages envoyés, il y avait une discussion entre elle, Derek et une amie de l'église. L'objet était aménagement des chambres. Ils y parlaient du moment idéal pour mon
Départ, se demandait s'il serait plus simple que je sois au travail quand les enfants arriveraient, et à quel point ce serait gênant si je faisais une scène. Un message de Derek disait, « Assure-toi juste que Naomi soit partie avant notre arrivée. Je ne veux pas que les enfants soient au milieu de cette tension. » Un autre de ma mère disait, « Une fois qu'elle sera enfin partie, la maison pourra redevenir une famille. » J'ai lu cette phrase 3 fois. Redevenir une famille. Comme si j'avais été une simple pensionnaire dormant dans un coin toutes ces années, et non la personne qui payait pour garder les lumières allumées dans cette maison même. Qu'elle récupérait. Il y avait aussi un message vocal de Derek arrivé pendant mon absence. Je l'ai écouté debout dans ma chambre, une main pressée contre mon front. Il avait l'air irrité, pas honteux. Il disait à ma mère qu'il était épuisé, que les enfants en avaient assez de vivre dans des valises et que je ferais mieux de ne pas rendre les choses difficiles parce qu'ils en avaient déjà assez bavé. Il n'a pas demandé à me parler. Il ne m'a pas remercié pour ce que j'avais fait pour notre mère. Il parlait de moi comme on parle de la météo qui gâche un projet. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi a cessé d'espérer de l'équité pour commencer à élaborer une stratégie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour dire que j'arriverais en retard. Et je suis allé directement voir Sophie Lannes, une ancienne connaissance de l'université qui s'occupait désormais des litiges entre locataires et propriétaires. Je lui ai tout exposé sans rien édulcorer, mes années de paiement, ma preuve de résidence, les réparations que j'avais financées, l'absence de préavis formel, le retrait d'argent, les emails. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle m'a dit ce que personne dans cette maison ne s'attendait à ce que je sache. Aux yeux de la loi, je n'étais pas juste une fille dormant dans une chambre d'amis. J'étais une résidente établie avec des protections de locataires. Ma mère ne pouvait pas légalement me mettre dehors avec un discours sur un rôti de bœuf et un délai sorti de nulle part. Sophie a également précisé que même si la maison était toujours au nom de ma mère, mes contributions financières documentées me donnaient un levier, surtout lorsqu'elles étaient liées à l'entretien majeur de la maison et à des comptes de dépenses partagés. Elle ne m'a pas promis de miracle, mais elle m'a donné quelque chose de mieux. Elle m'a donné un langage. Elle m'a donné une posture. Elle m'a donné des options. Depuis son bureau, j'ai appelé Maya. Et l'après-midi même, elle m'avait mis en contact avec un propriétaire qui avait un appartement d'une chambre disponible. Immédiatement. C'était petit, au-dessus d'un duplex calme dans une rue latérale. À 10 minutes de mon bureau, avec du parquet usé et un éclairage de cuisine. Affreux. Et je l'ai voulu dès la seconde où j'y ai mis les pieds, parce que chaque centimètre carré de cet endroit me semblait honnête. Personne ici ne m'appellerait, ma famille, tout en me traitant comme un problème. J'ai signé le bail le jour même. Le reste de la semaine, je suis devenue une femme que ma mère n'avait jamais pris la peine d'imaginer, efficace, silencieuse, froide. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'y ai transféré mes fonds personnels. J'ai imprimé chaque reçu pour les réparations, les virements hypothécaires, les services publics et les paiements de taxes. J'ai fait mes cartons par étapes, en commençant par les bibelots, puis les vêtements, puis l'électronique, en portant de petites charges vers mon nouveau logement après le travail pour que personne ne remarque l'ampleur de ce qui disparaissait. À la maison, je jouais le jeu. J'ai dit à ma mère que j'étudiais mes options. J'ai dit à Ron que le marché de la location était plus difficile que prévu. Je les ai laissés croire que la panique m'avait rendue passive. Pendant tout ce temps, j'organisais le moment où ils comprendraient exactement à quel point ils s'étaient trompés sur mon compte. Le vendredi matin, ma mère est partie tôt pour chercher Derek et les enfants à l'aéroport. Ron prévoyait de les rejoindre au retour. Elle s'est arrêtée dans la cuisine avant de sortir et m'a dit avec cette patience feinte qu'on les gens qui pensent avoir déjà gagné qu'elle s'attendait à ce que l'essentiel de
mes affaires soient dehors avant leur retour. Je me souviens l'avoir regardé par-dessus le rebord de ma tasse de café en pensant à quel point il était étrange qu'elle croie encore être celle qui fixait les règles. Dès que sa voiture s'est éloignée, je me suis mise au travail. D'abord, j'ai appelé le serrurier que j'avais réservé 2 jours plus tôt. Ensuite, j'ai appelé les compagnies de services publics et j'ai retiré mon nom de chaque compte que j'étais la seule à gérer, en m'assurant que les factures finales et les dates de transfert soient documentées. Je n'ai pas coupé les services illégalement ni rien saboté, j'ai simplement mis fin au système discret qui rendait leur confort si facile. Le serrurier est arrivé à 9h30. À 11h, chaque serrure extérieure de la maison avait été remplacée. Pendant qu'il travaillait, Maya et un de mes collègues, Julien, m'ont aidé à sortir mes derniers meubles et les cartons que j'avais laissés pour ne pas éveiller les soupçons. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Je n'ai pas touché aux affaires de ma mère. Je n'ai rien endommagé. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé un dossier contenant les copies des virements bancaires, les factures de réparation, les paiements de taxes, les factures domestiques, la preuve de résidence et une lettre formelle de Sophie décrivant ma position légale et ma demande de négociation de remboursement. J'ai aussi laissé une phrase écrite à la main sur le dessus, puisque j'étais assez bien pour payer pour cette maison, j'étais assez bien pour être traité selon la loi. À 12h15, j'étais dans mon nouvel appartement entouré de cartons, mangeant des biscuits au-dessus de l'évier parce que j'étais trop nerveuse pour m'asseoir. À 12h38, le premier appel est arrivé, puis un autre, puis 6 SMS en 2 minutes. À 13h, l'écran de mon téléphone semblait faire une crise de panique. Ma mère. Derek. Ma mère encore. Derek encore. Un numéro inconnu que j'ai deviné être celui de Ron. 2 autres numéros inconnus, probablement des contacts de l'aéroport ou quelqu'un utilisant un autre téléphone. N'ayant pas l'intention de répondre, je les ai laissés s'accumuler. Quand j'ai fini par vérifier, j'avais 53 appels manqués. 53, c'était le chiffre avec lequel je commençais ma nouvelle vie. Et c'était presque drôle. Les gens qui n'avaient eu aucun mal à m'imaginer partis ne pouvaient soudainement plus fonctionner sans accès à ce que je maintenais à bout de bras. Le message vocal de ma mère était le premier que j'ai écouté. Elle semblait à la fois furieuse et effrayée. Elle exigeait de savoir où j'étais, pourquoi les clés ne fonctionnaient pas, pourquoi je ne répondais pas et quel genre de coup monter. Je croyais réussir. Le message de Derek était pire. Il jurait, disait que les enfants étaient fatigués, que j'étais folle, que je n'avais aucun droit de les enfermer dehors. Aucun droit. Cette expression m'a fait éclater de rire toute seule dans ma cuisine vide. À 14h, je suis retourné à la maison en voiture. Je n'ai pas pressé le pas, je voulais qu'ils attendent. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai vu la scène complète depuis le milieu du pâté de maison, des valises sur le porche, 3 enfants fatigués qui s'affaissaient sous la chaleur de l'après-midi, Derek faisant les 100 pas devant la porte comme un homme auditionnant pour le rôle de la victime, ma mère debout, rigide et le visage rouge, son téléphone à la main. Ron essayant encore la poignée comme si elle allait céder par respect pour son assurance. Et parce qu'une vengeance n'est jamais aussi satisfaisante sans témoin, 2 voisins travaillaient dans leur jardin avec ce genre de concentration que l'on n'a que lorsqu'on fait semblant de ne pas écouter. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis descendu et j'ai marché vers eux, ne tenant rien d'autre que mes clés et ce calme qu'ils avaient pris pour de la faiblesse pendant bien trop longtemps. Ma mère s'est tournée là. Première. Son visage est passé de l'outrage à l'incrédulité dès qu'elle m'a vu. Naomi, a-t-elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, j'ai sécurisé ma résidence. Derek a aboyé que j'avais perdu la tête. L'un des enfants a demandé s'il n'avait plus le droit de vivre là. Pendant une demi-seconde, j'ai détesté tous les adultes présents pour avoir mis des enfants au milieu d'un bras de fer.
qu'il n'avait pas créé. Ron s'est avancé vers moi et m'a demandé si je comprenais à quel point c'était inacceptable. Je lui ai répondu que je comprenais la loi bien mieux que lui. Puis je l'ai expliqué clairement et lentement, non parce qu'il méritait de la patience, mais parce que je méritais de m'entendre le dire sans trembler. J'ai dit à ma mère qu'elle n'avait pas donné de préavis légal. J'ai dit à Derek qu'il n'allait pas emménager dans une maison gratuite entretenue par une main-d'œuvre invisible. J'ai dit aux trois que j'avais documenté plus de 3 ans de contribution financière à cette propriété et que toute tentative ultérieure de m'évincer sans procédure serait traitée par voie légale. Ma mère a essayé de m'interrompre en disant que c'était sa maison, mais je lui ai coupé la parole en lui rappelant que pendant 3 ans, elle avait été plus que ravie de me laisser agir comme une propriétaire quand les factures devaient être payées. Derek a crié que les enfants avaient besoin d'un endroit où dormir. J'ai dit que c'était un problème qu'il aurait dû envisager avant de planifier mon éviction comme une simple livraison de meubles. Ron a dit que j'humiliais ma mère en public. J'ai répondu qu'elle aurait dû penser à l'humiliation publique avant de traiter de parasite la fille qui la maintenait à flot. Cela l'a fait taire un instant. Le plus satisfaisant n'était pas leur colère, c'était leur confusion. Ils avaient construit tout ce plan sur l'hypothèse que j'allais pleurer, supplier. Peut-être partir dans le chaos, puis disparaître discrètement avec les miettes de dignité qu'ils m'auraient laissées. Ils ne s'étaient pas préparés à de la paperasse. Ils ne s'étaient pas préparés à un vocabulaire juridique. Ils ne s'étaient pas préparés à ce que je me présente calme et déjà relogé. J'ai tendu une nouvelle clé à ma mère et je lui ai dit qu'elle pouvait entrer. Car je n'avais pas l'intention de laisser des enfants dehors. Mais que la question de mon départ et de mon remboursement se poursuivrait selon les termes de la loi et par écrit. Je lui ai dit que le dossier sur la table de la cuisine expliquait tout. Je lui ai dit que j'étais parti parce que je n'avais plus l'intention de vivre avec des gens capables de sourire tout en m'effaçant. Mais que le fait de partir volontairement n'effaçait pas ce qu'il me devait. Derek m'a accusé d'extorsion. Je lui ai répondu que non, l'extorsion impliquerait des menaces. Ici, c'était de la comptabilité. Ma mère m'a alors regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ni amour, ni fierté, ni même culpabilité, c'était de la peur mêlée de reconnaissance. Elle réalisait, peut-être pour la première fois, qu'être l'enfant fiable ne signifiait pas que j'allais rester obéissante éternellement. L'un des enfants a tiré sur la manche de Derek et a demandé s'il pouvait enfin entrer. Mon frère a marmonné quelque chose entre ses dents et a arraché la clé de la main de ma mère. Je me suis écarté, alors qu'il traînait leur bagage dans la maison que j'avais pratiquement subventionnée, j'ai adressé une dernière phrase à ma mère avant de m'en aller. J'ai dit, tu avais raison sur une chose. J'aurais dû construire ma propre vie. J'aurais dû le faire plus tôt, avant que tu ne confondes mon amour avec la permission de m'utiliser. Puis je suis retourné à ma voiture pendant que leur voix me poursuivait dans l'allée, de plus en plus forte et laide à chaque pas. Et pour la première fois en 3 ans, rien de tout cela n'était à moi de régler. Le truc avec la vengeance, du moins celle qui change vraiment la vie, c'est qu'elle est rarement un seul moment dramatique. C'est un transfert de poids. Vous arrêtez de porter ce qui vous écrasait, et les gens qui l'avaient posé sur vous sentent enfin à quel point c'était lourd. 6 mois après ce jour-là, je vivais dans un appartement qui avait toujours un affreux éclairage de cuisine, mais je l'aimais tellement que j'ai fini par arrêter de m'excuser d'en parler si souvent. Ma vie était devenue plus calme, plus propre, plus honnête. Au travail, j'ai accepté la promotion que j'aurais refusée 1 an plus tôt, et avec ce revenu supplémentaire, j'ai officiellement lancé mon activité secondaire pour aider les femmes à organiser leurs finances. Après un divorce, des dettes ou une instabilité domestique. Ce travail comptait pour moi plus que je ne peux l'expliquer. Chaque tableur que je nettoyais, chaque compte en souffrance que j'aidais à démêler, chaque budget
que j'aidais à reconstruire me donnaient l'impression de tendre à quelqu'un. D'autres la carte que j'aurais aimé avoir des années plus tôt. Maya disait que j'avais l'air d'avoir rajeuni de 10 ans depuis mon déménagement, ce que je faisais semblant de ne pas apprécier même si elle avait raison. Je dormais mieux. Je riais plus. J'ai commencé à dire non, sans écrire des essais entiers pour me justifier. Quant à ma famille, les conséquences sont arrivées exactement comme elles arrivent toujours quand les gens prennent une personne fiable pour une ressource inépuisable. Derek n'est pas devenu responsable juste parce qu'il était de nouveau sous le toit de notre mère. Il a enchaîné les petits boulots, a contribué moins que promis et se plaignait constamment du coût de la vie. 3. Enfant dans cette maison signifiait du bruit, du chaos, des frais de nourriture, des formulaires scolaires, des montagnes de linge, des visites chez le médecin, du désordre et une logistique quotidienne que ma mère s'attendait autrefois à ce que j'absorbe sans reconnaissance. Ron a perdu tout intérêt dès que la réalité est devenue encombrante. Il est facile de jouer les rois quand quelqu'un d'autre paie les factures et fait le travail. C'est plus difficile quand le fils que vous avez défendu agit comme si chaque règle était une insulte personnelle et chaque dépense la faute d'un autre. J'en entendais des bribes par les voisins et par un échange de SMS. Réticent avec ma mère au sujet du calendrier de remboursement que Sophie avait aidé à formaliser. Il y avait des disputes. Il y avait des impayés. Il y a eu au moins un incident de retard à la sortie de l'école qui a laissé ma mère en larmes sur un parking. Le remboursement en lui-même m'importait moins avec le temps que ce qu'il représentait. C'était la preuve sur papier que je n'avais pas imaginé ce que j'avais donné, la preuve que mon travail avait une valeur, même si les gens qui en bénéficiaient essayaient de le requalifier en dépendance. La première fois que j'ai revu ma mère seule, c'était dans une pharmacie par un mardi pluvieux. Elle semblait plus petite, plus fatiguée autour des yeux, comme si la certitude qu'elle affichait ce soir-là au dîner avait été érodée par la réalité. Elle m'a demandé comment j'allais, et je lui ai dit la vérité. J'allais bien, j'étais occupé, je grandissais. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle avait vu l'une de mes cartes de visite dans une boulangerie en ville. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit, ton père aurait été fier que tu construises quelque chose par toi-même. Cette phrase a touché un endroit en moi qui se souvenait encore d'avoir voulu son approbation, mais elle n'a rien effacé. Guérir n'est pas l'amnésie. Un compliment après une trahison ne réécrit pas la trahison. Ce qu'il peut faire, si vous le permettez, c'est confirmer que vous n'avez plus besoin que la personne qui vous a blessé ni la blessure avant de vous autoriser à en guérir. Nous ne nous sommes pas réconciliés ce jour-là. Il n'y a pas eu d'excuse dramatique dans la laissette entre le sirop pour la toux et le shampoing. Mais il y a eu un changement. Elle savait que je ne reviendrais pas pour la sauver des choix qu'elle avait fait à mes dépens. Je savais que je n'avais pas besoin que ma vengeance ressemble à de la cruauté pour qu'elle compte. Parfois, la fin là plus satisfaisante n'est pas de voir les gens s'effondrer, c'est de les voir vivre avec les conséquences exactes qu'ils ont ignorées quand vous étiez encore là pour les protéger de chaque impact. La leçon la plus profonde m'a pris plus de temps à apprendre, et c'est celle que je voudrais que quiconque m'écoute emporte avec soi. Aider sa famille n'est pas mal. Aimer profondément n'est pas une faiblesse. Le sacrifice, quand il est juste, peut être magnifique. Mais quand l'amour est utilisé pour exiger le silence, le travail non rémunéré, le pardon infini ou l'abandon de votre avenir, cela cesse d'être de l'amour pour devenir une autorisation à l'exploitation. Ce n'est pas une valeur familiale, c'est un système brisé qui porte les habits de la loyauté. Une autre leçon est pratique, et je le dis très sérieusement, les gens gentils ont aussi besoin de paperasse. Gardez des traces. Apprenez vos droits. Comprenez quel nom est sur quel document. Ne supposez pas que le fait d'avoir raison moralement vous protégera si quelqu'un d'autre est prêt à être légalement
Impitoyable. Les limites ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont parfois financières, parfois logistiques, et parfois elles sont la différence entre être effacée et pouvoir rester droite quand quelqu'un essaie de le faire. Et il y a une autre vérité qui compte, surtout pour les enfants pris dans ces tempêtes. Les enfants apprennent à quoi ressemble l'amour en regardant les adultes autour d'eux. Si les adultes normalisent le favoritisme, la manipulation et l'utilisation de la personne la plus responsable comme bouc émissaire, les enfants absorbent cela comme étant normal. Mais s'ils voient des limites, de la responsabilité et du respect de soi, ils apprennent ces choses aussi. C'est important. C'est important pour les communautés, pour les familles, pour le genre de personnes que ces enfants deviendront plus tard. Alors s'il y a un bien qui est ressorti de ce qui m'est arrivé au-delà de ma propre liberté, j'espère que c'est celui-ci, j'espère que quelqu'un qui m'écoute entend qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être valorisé. J'espère que quelqu'un qui porte tout un foyer sur son dos réalise qu'elle a le droit de le poser. J'espère que quelqu'un à qui on a dit qu'elle était égoïste parce qu'elle voulait de l'équité comprenne que le respect de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite, mais elle est la mienne. Je l'ai construite sans supplier pour rester là où je n'étais pas respecté. Je l'ai construite après avoir été traité de parasite par des gens qui s'étaient nourris de ma stabilité pendant des années. Et la chose la plus puissante que je sache maintenant est la suivante, votre valeur n'est pas déterminée par votre utilité pour des gens qui vous jetteraient dès que quelqu'un de plus bruyant arrive. Votre valeur réside dans votre caractère, vos limites, vos choix et votre volonté de protéger votre propre avenir, même quand les gens qui vous font du mal partagent votre nom de famille. Si mon histoire enseigne quelque chose, j'espère que c'est ceci, l'amour ne devrait jamais exiger que vous disparaissiez.